Bon, on va commencer. Donc, écoutez, bienvenue à cette journée. Donc, journée sur le thème de la data, Big Data, Buzzword Business Value. C'est une journée qui va être avec un programme, vous allez voir, vous avez le programme derrière votre badge, hein, avec un programme riche, une journée co-organisée par Euratechnologies et par INRIA. Ça fait partie de pas mal d'événements qu'on co-organise ensemble sur des thèmes qui concernent notamment les équipes de recherche du centre INRIA et l'apport de ces équipes de recherche aux entreprises, notamment d'Euratechnologies. Donc journée co-organisée. Côté INRIA, je voudrais juste remercier Margot, qui doit être dans la salle ou dehors, qui a fait beaucoup de boulot. Côté Euratechnologies, Knut et Patrick, et puis les services communication des deux d'Euratechnologies et d'INRIA qui ont fait beaucoup de travail pour que cette journée soit organisée correctement. On va commencer tout de suite par une première présentation. Donc on aura dit dans la journée différentes présentations, soit d'entreprises qui vont nous donner un peu leur point de vue sur tout ce qui concerne le traitement de données et les applications commerciales au niveau traitement de données. Et puis on aura aussi des présentations de chercheurs qui vont présenter un peu l'état de l'art de leur recherche dans ce domaine et des présentations croisées avec des entreprises qui soit utilisent directement les travaux de recherche qui seront présentés, soit qui utilisent des technologies relativement semblables. Donc à la fin de la journée, on devrait avoir un panorama à peu près complet de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le thème du traitement de données. Donc on va commencer par la première conférence d'introduction. On aura deux intervenants. Et puis donc on va commencer par une présentation de René Lefébure, qui est donc maître de conf associé à Lille 2 et qui est directeur R&D chez Connexence et qui va nous parler un peu de Big Data, Science et Data Scientist et profil métier du Data Scientist. Alors, comme c'était une présentation d'ouverture, j'ai demandé à mon camarade de Wena Group de me faire une présentation, je dirais, plus visuelle pour démarrer la journée. C'est pour ça que vous voyez un peu les doubles signatures. Vous le reverrez assez souvent, le petit Père Einstein sur la présentation. Pour démarrer, je voudrais un peu quand même contextualiser le métier du data science par rapport à ce que vous entendez sur le discours ambiant sur le big data. La première chose, c'est qu'on insiste souvent sur la quantité de données. En fait, une des problématiques qu'on va gérer quand on fait plutôt du data science, c'est pas vraiment la volumétrie, c'est en règle générale la structuration des données qu'on va devoir pratiquer. Et puis le deuxième défi qui nous attend, c'est en règle générale de travailler sur des vitesses d'exécution dans la modélisation qui sont beaucoup plus rapides par rapport aux quantités qu'on a. Et donc quand je pars sur aujourd'hui des données que l'on utilise assez peu, moi qui travaille beaucoup dans le domaine du marketing, c'est par exemple les visites et les clics, mais si on est dans le domaine industriel, on va effectivement travailler beaucoup de données qui sont récupérées par des capteurs avec des fréquences qui sont aujourd'hui de plus en plus rapides, parce qu'on cherche à donner en fait de l'autonomie aux différents appareils ou appliances que vous avez à votre disposition. Le deuxième, c'est de penser qu'avec effectivement les technologies traditionnelles qu'on avait à notre disposition, alors je pense à toute la bibliothèque statistique ou mathématiques qui existent, on va être en capacité de répondre à toutes les problématiques. En fait, c'est un peu faux parce que on va devoir aujourd'hui commencer à utiliser des algorithmes qui sont relativement nouveaux, innovants. Ça fait 14 mois que je travaille sur une solution effectivement qui est celle de Microsoft. Il est évident que j'ai vu arriver une pléthore de nouveaux algorithmes que je n'avais pas rencontrés dans les 25 premières années de ma carrière, sachant que j'ai quand même fait depuis plus de 30 ans que du traitement de data, quoi. Et donc on voit apparaître des nouveaux outils, des besoins effectivement d'aller regarder des nouvelles techniques, des nouveaux jeux de paramètres à mettre en place. Et on a quand même une partie expérimentation qui est encore relativement importante de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est un peu la fausse promesse du big data où on me dit je vais vous donner un jeu de données, je vous dis pas ce qu'il y a dedans, lancez vos algorithmes et forcément vous devez trouver la solution. Non, c'est pas vrai parce que on va avoir des jeux de données, il va falloir effectivement bien s'y appliquer et bien trouver les bons algorithmes et les bonnes techniques qui vont pouvoir tirer la quintessence du jeu de data. Et le troisième, c'est de croire qu'effectivement, parce qu'on y met beaucoup de choses, on va finir par y trouver quelque chose. En fait, c'est plutôt un peu l'inverse, c'est-à-dire que quand on rentre dans le monde du big data, je dirais on rentre un peu dans le monde du bruit. On va avoir beaucoup de données parasitées, on va avoir beaucoup plus de données, beaucoup de données inutiles, et on passe beaucoup de temps, je dirais aujourd'hui un peu trop, à effectivement nettoyer pour essayer de trouver quel est le signal qui va être exploitable et comment on va être en capacité effectivement de transformer ce bruit dans quelque chose qui va devenir audible.
Alors quand je dis audible, c'est-à-dire que ça doit être détectable par des algorithmes et qu'après ça devienne effectivement plus qu'audible, que ça devienne mélodieux, c'est-à-dire qu'un manager va se dire effectivement cette information-là va me servir à quelque chose et je vais pouvoir en tirer effectivement un avantage économique, un avantage stratégique ou un avantage concurrentiel. C'est pas natif, hein. C'est le faux côté aujourd'hui machine learning où on me dit je vous file des datas, je vous dis rien, là démerdez-vous, ça devrait sortir tout seul. C'est pas vrai du tout et c'est pas encore comme ça. C'est un petit peu plus lourd que ça. Par contre, c'est évident que tout ce qui va être ces technologies aujourd'hui de data science, c'est quand même un petit peu ce qui va nous permettre de tirer profit de cette accumulation et de ce stockage de données. Si vous stockez des données sans passer votre temps à les analyser, bien évidemment ça va vous coûter, bon certes moins cher que les anciennes architectures informatiques qu'on avait, mais ça ne vous servira pas à grand chose et en règle générale il y a quelqu'un qui est tout en haut qui s'appelle le directeur général qui au bout d'un certain temps va se dire qu'est-ce que vous pouvez m'en tirer de profit, et si au bout de 18 mois vous lui avez rien présenté de nouveau, il commence à se poser la question entre l'ancien monde qu'on m'avait dit où on devait stocker des données structurées et où j'y comprenais quelque chose, et le nouveau monde qui m'a coûté un peu cher à construire, et on m'a rien apporté de nouveau, rien de différenciant. Généralement, les directeurs généraux se lassent un petit peu de cette vague dite de big data et data science. Donc c'est quand même un incontournable, c'est-à-dire si vous voulez demain exploiter des grosses volumétries de données, la data science c'est forcément un passage obligé. Alors ça veut dire qu'on doit intégrer beaucoup plus de données différentes, souvent de nature hétérogène. Si je prends le retail, et bien évidemment, on commence à voir apparaître la joie de traiter des flux météo, on commence à voir apparaître la joie de traiter des flux de type pluviométrie, etc., trafic, si j'arrive à en avoir, et on comprend que ça a une incidence dans la gestion des stocks, que ça a une incidence dans la construction du merchandising d'un magasin et dans l'interprétation de la performance, quoi. Ce qui me paraît tout à fait évident dans le sens commun, mais quand effectivement vous êtes en capacité de montrer je dirais les coefficients d'élasticité entre une donnée et le résultat économique, vous avez une écoute beaucoup plus importante effectivement de ce que c'est que la data science. Le deuxième, c'est tout ce qui va être le temps réel, le streaming temps réel. Alors, je ne vais pas faire un exposé sur cette problématique de temps réel, on va dire qu'on est parfois contraint de faire du vrai temps réel, parfois on va faire du faux temps réel parce qu'on aura appris, je dirais, un petit peu la veille. Mais la tendance, c'est quand même de se dire je veux apprendre sur les derniers clics ou les dernières interactions, c'est-à-dire ce qui vient de se faire la milliseconde avant pour interagir et pour faire des propositions le plus ajustées possible. Et là, on commence à rentrer dans un temps réel, tant en apprentissage qu'en exécution du modèle. Et puis, ce qui risque de se passer demain, qu'on voit apparaître d'ailleurs beaucoup plus dans le monde industriel, je dirais, que dans le monde marketing, c'est cette intégration de modélisation dans les objets connectés, essentiellement liée, je pense, à des problématiques de maintenance prédictive, parce que je dois être en capacité d'anticiper une panne. Alors que moi, généralement, je travaille dans le marketing, je suis plutôt dans des données, on va dire, plutôt tièdes, plutôt que des données chaudes. Et dans le domaine, effectivement, des objets connectés, on voit apparaître cette tendance à anticiper l'apparition d'un événement, alors que moi, j'étais plutôt en train de le prédire, quoi. Alors, sur une roadmap de Big Data, j'ai mis le data science et le data analytics comme effectivement je dirais la petite vision qui est tout en haut, c'est-à-dire que quand on va se lancer dans cette collecte de data, on va souvent avoir des phases qui vont être des phases j'y vais ou j'y vais pas, si j'y vais sur quelle plateforme technique, et puis après on se dit mais j'y suis, et donc qu'est-ce que je vais tenter d'y faire, et comment je fais pour le diffuser dans l'entreprise. Et généralement le data analytics ça arrive tout en bout de chaîne. Je recommande quand même de l'intégrer assez rapidement parce que c'est quand même lui qui risque de créer une assez forte plus-value dans pas mal de projets aujourd'hui de Big Data. Alors, que vous dire du data science? Quand on n'en parle pas beaucoup, on dit qu'on ne va pas en trouver, qu'il n'y en aura pas assez, que ça va être une personne effectivement difficile à gérer, ce qui est le cas de Iggy Pop, effectivement, qu'il n'est pas très facile à gérer sur scène. Alors c'est vrai que vous voyez un peu des annonces, je crois que la semaine dernière j'ai vu sur les réseaux sociaux un jeune data scientist qui est parti aux États-Unis pour 5 830 € de salaire, 23 ans, un an, je crois. Bon, après il faut relativiser, il paye quand même 2 000 € pour un 60 mètres carrés partagé de logement. Il faut après regarder le coût de la vie dans les deux sens. Mais il est évident qu'il y a aujourd'hui une poussée assez forte. C'est le deuxième métier derrière je crois, les personnes qui construisent des jeux vidéo en termes de demande sur le marché américain.
C'est des postes qui sont aujourd'hui pourvus entre 140 et 190 000 euros sur le marché américain. Je vous rassure, hein, je ne suis pas payé ce salaire-là. On n'est pas du tout dans le même niveau d'échelle. Et qu'effectivement, on a des problématiques aujourd'hui de formation qui sont relativement importantes. Alors, je suis enseignant par ailleurs, qu'on a souligné à l'île 2. C'est quand même aussi une des problématiques qu'on va devoir gérer. C'est que ces métiers de la data, si je prends mon cas au STID, ça attire de moins en moins. C'est-à-dire que le marketing de la data vis-à-vis des étudiants, il n'est pas, je dirais, le plus fort. Et donc, d'un côté, on a un métier qui apparaît comme tout à fait merveilleux, mais de l'autre côté, on a effectivement des effectifs qui diminuent en règle générale. Et je pense que ce n'est pas lié que dans le métier des stats, c'est aussi lié, je crois, dans les sciences de l'ingénierie. Et donc, on est un peu vis-à-vis de la data. Il va y avoir à faire un marketing, je dirais, de la data, plus que seulement de la fiche de paye du data scientist, quoi. Mais effectivement, il y a des perspectives. Alors, est-ce qu'on en manquera beaucoup? Je pense que il y a quand même une partie algorithmique qui sera prise en charge, mais c'est vrai que dans la conception, effectivement, le choix, le monitoring de la modélisation, il faudra quand même avoir des gens qui sont très à l'aise avec un certain nombre de technologies. Alors je vais vous présenter ce fameux mouton à 5 pattes, hein. C'est le data scientist que l'on recherche, un petit peu, pas si facile que ça à créer. Je vais vous présenter ses compétences. En règle générale, d'ailleurs, c'est très difficile d'avoir un data scientist qui fait tout. C'est pour ça qu'on est plutôt en phase de construction d'équipe. Construction d'équipes qui doivent apprendre à communiquer, sachant qu'ils ont en règle générale eu des histoires différentes. Et donc il y a souvent un travail de compréhension et d'interprétation de gens qui ont des parcours différents. C'est un petit peu la difficulté de créer une cellule de data science aujourd'hui. Alors un bon data scientist, il doit être, je dirais, selon moi, au croisement de 3 choses qui peuvent parfois s'acquérir, je dirais, dans une école, mais qui dans un autre univers doivent s'acquérir effectivement un peu par l'expérience, quoi. Alors il y a la partie, par exemple, mathématiques et statistiques, qui va être effectivement hautement recommandée. Il faut globalement aimer les chiffres. Si je prends mon profil, moi, je suis plutôt un statisticien. Je suis malheureusement, à mon cœur défendant, pas un très bon mathématicien. C'est évident. Et donc, vis-à-vis de certaines problématiques qu'on me pose, j'ai besoin d'aller rencontrer quelqu'un qui fait des mathématiques. C'est évident. Il va falloir communiquer forcément avec les sciences informatiques. Je dirais au fur et à mesure du temps, j'ai fait du langage, mais c'est vrai qu'avec l'âge, j'ai plutôt tendance à m'en dégager de la programmation, même si j'arrive aujourd'hui à le comprendre. Mais il est évident que les nouveaux langages, je dirais, font partie aujourd'hui, doivent faire partie des gènes aujourd'hui d'un data scientist. Il faut aimer programmer, il faut aimer rentrer dans le code pour optimiser les différentes choses que l'on veut faire. Puis la troisième chose qui est globalement un peu plus difficile à trouver, c'est un sens du business, c'est-à-dire de se dire ce que je viens de découvrir, ce que je vais appliquer, la formule que je vais faire, comment je peux la monétiser. Bon, ça évidemment, ça ne vient pas nativement quand on a fait, je dirais, 5 ans d'études en informatique, en maths ou en stats, d'aller effectivement se poser la question de se dire ce que j'ai découvert, comment je peux le monétiser le plus rapidement possible. Et là, ça vient plutôt, je dirais, d'une courbe d'expérience, sachant qu'en plus, c'est un peu le côté difficile pour un data scientist qui est plongé dans une organisation qui n'en a jamais eu, c'est que le manager ou le directeur général, en règle générale, les 2 compétences que vous voyez là, les mathématiques et l'informatique, c'est vraiment les trucs qu'il ne maîtrise pas, quoi. C'est-à-dire autant il va maîtriser la finance, les investissements, peut-être la gestion des ressources humaines, autant les 2 compétences qu'on voit de l'autre côté, lui font peur. Enfin, généralement, il va devoir affronter des gens dont il ne comprend pas le langage, et donc il a de la peine effectivement à les gérer et à donner un sens à leur métier. Donc c'est pas facile à construire ce mouton à 5 pattes. Alors 10 petits commandements sur ce qui me paraît moi des caractéristiques fortes de ce que doit être en capacité de faire un data scientist. Bon, la première, vous l'avez compris, c'est qu'il faut quand même aimer des genres de tableaux-là. Enfin, si vous sortez de la salle tout de suite, c'est que globalement et que vous n'avez pas envie de lire une formule, c'est pas le métier pour vous, quoi. On va devoir aller vers des niveaux de conceptualisation qui sont bon, peut-être pas du niveau du monsieur qui est là. J'ai jamais eu un prof qui m'a fait ça d'ailleurs. Mais forcément, il faut aimer les stats, il faut aimer ou les maths. Et si je prends mon parcours perso, je dirais à un moment, le machine learning, ça m'a surpris. J'ai dû désapprendre certaines choses que j'avais apprises effectivement dans mon parcours stats.
Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, je me suis dit, tiens, dans ce truc-là, tu faisais comme ça, mais tu vas plus apprendre à le faire de la même manière. Et il y a effectivement une certaine forme de désapprentissage qui est de se dire, c'est vrai que la machine peut faire plus de choses que moi je ne pourrais le faire. C'est vrai qu'il y a des choses qu'elle va devoir faire sans que je la contrôle. Alors que généralement, dans tout ce que je faisais pendant pas mal de temps, et j'ai fait pendant pas mal de temps, ça a été de contrôler quasiment step by step toutes les étapes que je faisais pour rentrer des données dans un modèle. Aujourd'hui, cette partie-là, le machine learning, vous en dépossède un petit peu, quoi. Le deuxième, c'est forcément attaquer une partie programmation euh, qui va souvent être liée soit parce que dans la boîte à outils que je vais avoir à ma disposition, je ne vais pas le trouver. On va souvent d'ailleurs être un peu... c'est aussi une des choses qui est un peu nouvelle pour moi, c'est qu'on a à disposition aujourd'hui des ressources dans un monde open source qui sont relativement importantes. Et donc quand on veut aller chercher une librairie sur un moteur, quand on veut aller chercher une librairie sur des graphiques, quand on veut... Il existe aujourd'hui pas mal de possibilités d'aller s'appuyer sur la recherche qui met à disposition toutes ces petites algorithmiques. Alors je dégage deux langages aujourd'hui qui me paraissent des incontournables. Donc c'est R ou Python, si je prends mon domaine qui est moi le monde du stat, ça va plutôt être ça. Si je prends effectivement les gens qui viennent du monde mathématique, on va retrouver souvent du MATLAB qui a l'air un langage plus utilisé par les mathématiciens. Et puis il y a des petites choses qui ont tendance, à mon avis, à peut-être devenir moins cruciales. C'est forcément les langages un peu packagés de type SAS qu'on commence à voir un peu moins apparaître dans ce nouvel univers. Ou alors on a des librairies qui sont relativement un peu, on va dire, restreintes ou coûteuses, ce qui fait qu'on a tendance à aller un petit peu plus vers le monde open source que vers le monde logiciel. Je suis à 10 minutes ou il me reste 10 minutes? Il reste 10 minutes. C'est bien. Je dois être à peu près à la moitié. Troisième, qui me paraît une des caractéristiques un peu nouvelles dans mon métier, c'est qu'effectivement, on va devoir travailler avec beaucoup plus des ingénieurs en informatique. Dès que j'apporte des problématiques, alors j'ai eu une réunion il n'y a pas très longtemps sur problématiques temps réel, je suis moi très novice sur le temps réel, mais il est évident que quand vous avez face à vous une personne en informatique qui a de fortes compétences dans ce traitement-là, on sent qu'il y a quelque chose à échanger, qu'il y a quelque chose à partager, et que l'un et l'autre vont devoir effectivement travailler. Par contre, se pose une problématique de langage, c'est qu'on était dans cette réunion. Moi, je sais ce que je maîtrise, lui sait ce qu'il maîtrise, mais notre point commun, c'est pas facile à trouver pour se dire quel va être le passage qu'on va avoir. Par contre, on devient interdépendant, c'est une évidence, c'est-à-dire que s'il veut faire certaines choses, il ne peut pas les conceptualiser. Mais moi, si je conceptualise la question métier, il va falloir que je sois capable de la transmettre sur un informaticien qui va devoir me construire toute la couche d'infrastructure. Alors on va y retrouver aujourd'hui du Hadoop, c'est en règle générale la petite partie qui vient apparaître. On va voir apparaître des composants comme du Spark qui semblent effectivement, et si je veux aller vers du temps réel, je risque d'avoir des outils comme Storm à comprendre, à intégrer pour aller y poster mes composants qui vont être à l'intérieur de ça. Donc je suis beaucoup plus dépendant, je dirais, de l'informatique dans mon métier de data science que précédemment. Quatrième, séquence émotion, comme on dit. Il y a une partie, dès que vous commencez à rentrer dans le big data, vous allez intégrer beaucoup plus de données. Dont une bonne partie d'ailleurs de données que personne n'aura jamais regardé, personne n'aura jamais traité. Et qu'est-ce que vous allez rencontrer? Vous allez rencontrer des données de très mauvaise qualité. C'est une évidence. Et en fait, on passe aujourd'hui pas mal de temps, je dirais, sur une mission pour moi de recherche et de modélisation. Je vais encore passer 70% à 80% du temps à préparer le jeu d'expérience. C'est à nettoyer la donnée, à essayer de l'interpréter. Surtout si on commence à me donner des données un petit peu textuelles que je vais devoir travailler. Évidemment, on commence à voir apparaître aujourd'hui des types d'outils. Alors ça s'appelle data wrangling. Je crois que le dernier mot que j'ai vu, c'est data munging, qui apparaît dans ce domaine-là. C'est une réalité, c'est-à-dire que j'ai besoin aujourd'hui en amont d'avoir des outils qui prennent un petit peu en charge la qualité des données qu'on va transmettre dans la modélisation. Sinon, l'effet qu'on a toujours, qui lui reste un invariant, ce qu'on appelle le GIGO, garbage in, garbage out,
C'est-à-dire si mes données sont de mauvaise qualité, si j'ai des outliers dans tous les sens, bah, je vais être incapable de trouver un modèle qui va être ou stable, ou pertinent, ou robuste, quoi. C'est ce côté-là. Et ça prend encore aujourd'hui beaucoup de temps, et ça prend d'autant plus de temps si l'informaticien n'a pas compris qu'il valait mieux attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire corriger quand on rentre les données, plutôt que de me les fournir dans un mauvais état. Parce qu'en règle générale, un premier point de conflit entre eux et moi, c'est effectivement s'ils me filent des données en vrac, bah, ça ne va pas faciliter mon boulot, quoi. C'est une des difficultés. Et ça reste aujourd'hui un des gros freins à la productivité, effectivement, de la data science. Alors moi, je travaille en plus sur des données qui ne sont pas stables. Hein. Je n'ai pas 4 capteurs à gérer, qui sont encore même quand j'ai des capteurs, il suffit qu'ils tombent en panne, que le serveur il n'ait pas donné les dispos pour que de toute façon ma courbe de saisonnalité soit pas la bonne. Donc moi j'ai effectivement beaucoup de capteurs et en plus je travaille pour beaucoup d'entreprises différentes, ce qui fait que c'est pas du tout stable mon environnement. Donc finalement, il faut être à l'aise avec ces typologies de langage, hein, qui sont de la Hadoop, du Spark, du Hive, qui vont être effectivement des points d'intérêt. Je ne dirais pas que je suis un architecte Hadoop, mais je dois aller dans une réunion, je dois comprendre tout ce langage qu'on m'interprète, je dois être en capacité aujourd'hui de comprendre quels vont être les choix que ma DSI technique va faire et quelle va être l'incidence de ces choix techniques sur mes choix à moi, quoi. Parce que soit ça va contraindre ma capacité de travail, soit ça va effectivement la démultiplier. Et donc j'ai un alter ego qui ne doit pas être là, qui effectivement travaille sur cette partie-là pour, je dirais, plus que m'assister, hein, parce que je dirais, on s'assiste tous les deux sur cette partie-là, quoi. Ça, c'est pas mal. Je trouve que puis ça, c'est nouveau, parce que vraiment, on avait de la peine. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de communautés où, quand vous faites du data science, eh ben, vous pouvez échanger avec d'autres. Donc, il y a pas mal de plateformes. Bon, je pense à du Kaggle, quand vous voulez vous entraîner à prendre des jeux de données. Aujourd'hui, on peut prendre plein de jeux de données, s'amuser et vérifier si ce qu'on a construit est au niveau benchmark supérieur à ce que d'autres ont fait, quoi. Donc, on peut facilement échanger. Je pense que c'est un domaine où on a intérêt de toute façon à rencontrer d'autres personnes, à tester avec eux de nouveaux algorithmes, parce que comme on est dans une multiplicité algorithmique un peu plus forte qu'avant, ben, je ne peux pas maîtriser. Moi, je suis pas l'expert. Je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle le Deep Standard Vector Machine. Bon, ben, si je n'ai pas quelqu'un qui m'aide à régler les premiers jeux de paramètres, je vais mettre un temps très important à mettre en place cette technologie, quitte à la mettre à la poubelle trop rapidement parce qu'elle n'aura pas répondu à mes attentes, quoi. Et donc il y a une notion d'échange, et je dirais un bon data scientist, il ne doit pas être quelqu'un dans un bocal, quoi. Il doit être quelqu'un qui va devoir échanger, partager avec beaucoup d'autres pour essayer de montrer un petit peu ce qu'il a fait et essayer de s'appuyer sur d'autres compétences pour progresser, quoi. Je vous ai parlé de compétences techniques, puis après, pour moi, il y a aussi quelques petites compétences humaines, hein, qu'on doit être en capacité de rajouter. Une des premières, c'est que quand on crée une modélisation, bon, il faut relativement être pas... Enfin, il faut quitter l'autosatisfaction que j'avais vécue avant, qui est de dire « j'ai un R2, il est à 80%, je suis peinard, j'arrête ». En fait, on a aujourd'hui la capacité à se dire « peut-être que ce modèle-là, il a fait tel résultat, mais si je change mes paramètres, c'est bon, je vais le tenir, le 5, c'est nickel ». Je vais effectivement être en capacité d'optimiser toujours mon jeu de paramètres, parce que je peux effectivement toujours être dans une logique de progrès. Je pense aussi, il faut se dire, par rapport à ce qu'on faisait avant, j'ai trouvé une technique, je la maîtrise bien, je pense à la régression logistique, hein, qui a été dans mon domaine quand même un invariant, c'est de se dire, il y a probablement mieux que cette technique qu'on m'a appris, et donc il faut être en capacité effectivement d'aller chercher d'autres technologies pour effectivement apprendre, et donc il faut être un petit peu insatisfait même du travail qui semble bien fait, pour se dire j'ai envie de faire un petit peu autre chose, quoi. Le deuxième, c'est aussi d'être humble, hein, c'est de se dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui sont non modélisables. Hein. C'est pas parce qu'on a des algorithmes, quand il n'y a aucune donnée qui veut donner quelque chose, quand c'est non prédictible et qu'on a fait un peu n'importe quoi, il y a des moments, même avec mes beaux algorithmes, on ne trouve rien. C'est pas non plus la solution miracle, parce qu'on en va retrouver aussi parfois, chez certains, la tendance à dire forcément vous devez trouver, quoi. Donc non, le data science, c'est pas Dieu, quoi. Ça fait pas tout et ça ne connaît pas tout. Ça peut éventuellement vous aider, mais ça ne va pas résoudre toutes les problématiques inimaginables, quoi. Le dernier, qui est très lié au machine learning, que j'ai de la peine à faire comprendre
parfois à mes dirigeants, c'est qu'en fait, quand vous demandez à un algorithme de travailler tout seul, il n'y a plus d'éléments de contrôle, quoi. Et donc, quand on me donne un jeu de données, si je sais que je dois partir dans un algo purement automatique, il faut que j'anticipe l'impact des données fausses que vous pourriez rentrer dans mon modèle, qui pourrait y avoir une incidence sur l'auto-apprentissage. Ce qui est relativement nouveau, parce que je suis obligé de faire le truc un petit peu à l'envers, c'est de me dire, et si telle donnée est mal rentrée, et si telle chose risque d'arriver, comment je peux l'autocontrôler dans sa production, quoi. Ça, je pense particulièrement à ceux qui vont aborder les problématiques d'objets connectés. Ça va être une des problématiques. C'est-à-dire, si je vous dis de tourner à gauche parce que mon algorithme vous a dit de tourner à gauche, parce qu'il y a un capteur qui tombe en panne ou parce qu'il y a une donnée rentrée qui rentre dedans, bah, vous aurez un accident, quoi. Et ça va être relativement beaucoup plus problématique. Et donc, il faut quand même se dire à un moment comment je peux anticiper je dirais, les conséquences de ma modélisation. Puis, dernier truc que j'aime bien, je pense que forcément, quand on veut faire ce métier-là, il va se passer des choses nouvelles, il y aura des nouvelles algorithmiques, et donc il faut toujours essayer de se dire, je vais essayer de chercher, enfin, il faut être ouvert à l'innovation, il faut se dire tout le temps, je vais benchmarker ce qui apparaît sur le métier pour essayer de mettre en place effectivement ces nouvelles technologies. Donc c'est un petit peu, pour moi qui suis avec une longue courbe d'expérience, c'est un petit peu un facteur de déstabilisation permanente, quoi, dans ce métier. C'est-à-dire probablement quelque chose que je maîtrise bien. Il y a quand même, je pense qu'avec le temps, j'ai appris à maîtriser quelques techniques stats plutôt pas trop mal, quoi. Et puis de l'autre côté, j'ai des techniques qui aujourd'hui ne donnent pas des résultats meilleurs que ce que je fais, mais je dois être suffisamment curieux pour les investiguer, trouver les jeux de paramètres, pour voir si effectivement je peux en tirer quelque chose si je les applique dans la bonne manière. C'est-à-dire, j'ai beaucoup moins de certitude sur les techniques que l'on avait utilisées précédemment. Voilà. C'est mon timing, normalement. J'espère. Parfait. Donc vous avez le droit. Il y a une question, je crois. Si on va en profiter. Ouais, est-ce que quelqu'un aurait une question dans la salle? Sinon, on passe. Enfin, je resterai de toute façon toute la matinée. Donc, si jamais vous voulez me poser une question directement. Alors, on refera une série de questions juste après la deuxième personne. Ok. Ben, on va passer donc pour suivre. Là, on a vu un peu des choses sur les personnes, les data analysts. Ici, on va voir Paul-Olivier Guibert, qui est président de la société Digital Ethics, et qui, lui, va nous parler plutôt d'enjeux économiques et d'enjeux juridiques autour de tout ce qui est traitement de données.